Au menu de ce 19h30, un don de 200 000 $ américains, un peu plus de 100 millions de francs CFA. Le Ghana porte son appui au Burkina Faso dans la grave crise humanitaire à laquelle le pays fait face. L'information a été donnée au terme du Conseil des ministres de ce 16 octobre. Plus de précisions dans cette édition. Hier, 15 octobre, journée internationale de la femme rurale au Burkina Faso, c'est à Tinkodogo que les festivités ont eu lieu. On a notamment réfléchi sur la question de l'accès de la femme rurale à la terre, surtout à la terre cultivable. Et puis, c'est un chantier grandeur nature qui vient d'être lancé à Bobo-Dioulasso. Le port sec de la capitale économique du Burkina devrait s'étendre sur 40 hectares après les travaux de réhabilitation et d'extension qu'il va subir. Des travaux qui ont été lancés hier par le Premier ministre Christophe Dabiré. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Au menu du Conseil des ministres de ce 16 octobre, plusieurs sujets ont été abordés. Il s'agit entre autres de la réduction du tarif de l'eau potable en milieu rural pour laquelle un rapport a été adopté. Mais il y a surtout cet élan de solidarité ô combien symbolique du Ghana envers les déplacés internes du Burkina, 200 000 $ américains, un peu plus de 100 millions de francs CFA. Voilà le montant du don que le pays de Kwame Nkrumah a fait au Burkina pour faire face à la grave crise humanitaire que le pays traverse. Le compte rendu de Arsène Konditamde. Des centaines de morts et des milliers de déplacés internes, l'insécurité au Burkina Faso est préoccupante. La République sœur du Ghana se tient aux côtés du Burkina Faso en ces temps difficiles. Accra offre à Ouagadougou 200 000 $ américains, un peu plus de 100 millions de francs CFA. Un montant destiné à faire face à la crise humanitaire née de la situation sécuritaire du pays. Le Conseil des ministres a salué cet esprit panafricain de solidarité et remercie donc le président du Ghana, le gouvernement du Ghana et le peuple ghanéen pour ce don donc, qui participe à aider face à la crise humanitaire née de la menace terroriste. Le Conseil des ministres a également matérialisé sa volonté de réduire les iniquités en matière d'accès à l'eau potable. Au titre du ministère de l'eau et de l'assainissement, le Conseil a adopté un rapport relatif à la réduction du tarif de l'eau potable en milieu rural sur la période 2019-2020. Cette réduction du tarif de l'eau potable en milieu rural concerne ce qu'on appelle les AEPS, c'est-à-dire les adductions d'eau potable simplifiées, les AEP, les adductions d'eau potable et les postes d'eau autonomes. Ça doit permettre donc de réduire le caractère inéquitable du prix de l'eau entre le milieu rural et le milieu urbain, de généraliser l'accès à l'eau potable en fournissant un service de branchement aux particuliers pour atteindre 70% de la population à l'horizon 2030 et 30% seulement de la population devrait être fournie par bord de fontaine à cette même horizon 2030. Au compte du ministère en charge de la fonction publique, le Conseil a marqué son accord pour la conclusion d'un marché par la procédure d'entente directe. Ce marché va permettre l'acquisition d'équipements spécifiques dans le cadre de la réforme de la fonction publique et de la réorganisation du cadre institutionnel porteur de ces réformes. Et ces équipements vont permettre d'engager le processus d'élaboration de la digitalisation de l'administration afin d'obtenir une offre de services de manière plus moderne et efficace, une amélioration de la sécurité des procédures, une suppression des documents et des procédures qui aujourd'hui peuvent paraître inopérantes, l'harmonisation des modalités et des délais de procédure administrative et le développement d'une administration électronique avec une simplification du langage administratif. Le montant de ce marché est de 595 929 500 francs CFA. Le Conseil des ministres de ce 16 octobre a également procédé à la révision du mode de calcul de la part du budget transféré aux collectivités territoriales. Ce nouveau mode de calcul a été élaboré de façon consensuelle entre tous les acteurs. Cet effort du gouvernement permet de mettre en place un nouveau barème pour le financement des collectivités territoriales. On reste au palais de Kosiam où hier, le Haut Conseil du dialogue social est allé présenter au chef de l'État son rapport d'activité annuel. Un an après son installation, le HCDS s'est illustré en médiateur dans plusieurs secteurs, santé, mais aussi infrastructure, où des crises sociales avaient tout de même atteint certains niveaux de blocage. Compte rendu, Arsène Konditamde. Le Haut Conseil pour le dialogue social présente son rapport d'activité 2018-2019 au président du FASO. Le document remis à Rochma Christian Kabouré apporte des détails sur les activités menées au cours de la première année d'existence de l'institution. Au nombre de ces activités,
On note entre autres la formation des membres du Conseil, le partage d'expériences avec les organisations sœurs du Sénégal et aussi avec le Bureau international du travail. Le Haut Conseil a également joué un rôle clé dans les négociations entre le gouvernement et les syndicats. Il y a les médiations dans lesquelles nous sommes mêlés. Médiations dans différents secteurs, notamment les transports, la poste, les GRH, la santé, l'environnement et le BTP. Ce sont les activités que nous avons menées. Donc, dans ces trois axes-là que nous avons fait, que nous sommes venus faire donc, le bilan au président du Faso. L'institution dirigée par Jean-Marc Palme veut aujourd'hui permettre au Front social de trouver une accalmie après les nombreuses grèves et mouvements d'humeur que connaît le Burkina Faso. Parfois, les positions se crispent. Il faut arriver justement à décrisper ces positions et amener les gens à s'asseoir à discuter. S'ils arrivent à s'asseoir et à discuter, c'est déjà un succès. Ça veut dire qu'on peut trouver des solutions, on peut s'entendre. Ça peut prendre du temps, mais il faut qu'on discute. Il faut qu'on mette en commun, on échange les points de vue de chacun et qu'on trouve un juste milieu qui satisfasse tout le monde. Et c'est à ça que nous attelons. La délégation du Haut Conseil présente au palais de Kosiam ce 15 octobre appelle les Burkinabés à mettre de l'eau dans leur vin et a toujours priorisé le dialogue. Justement, le dialogue, voilà peut-être un instrument essentiel à la sensibilisation des élèves à la citoyenneté. La semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté a été lancée ce 14 octobre. Magui de Bakouan, Sandrine Ozogouri. Face à l'incivisme et à l'indiscipline de plus en plus caractérisée en milieu scolaire, le gouvernement burkinabé a décidé d'agir par des actions d'information et de sensibilisation. C'est ainsi qu'il a décrété la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté, dont la 4e édition est lancée ici à Dédiougou, dans la boucle du Mouhoun. Cette semaine se veut un moment pour insister sur un Burkina de cohésion sociale et encourager les comportements citoyens en milieu scolaire. Et cette année, on travaille sur la cohésion sociale et le civisme. Donc c'est une cérémonie qui est organisée par le CNPVE, c'est le Conseil national de la prévention de la violence à l'école. Et compte tenu du contexte national que tout le monde connaît, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont interrogés et nous pensons que c'est par le milieu scolaire que nous pouvons faire un travail de sensibilisation. Tous les acteurs sont interpellés parce que de plus en plus, on assiste à de la violence dans le milieu scolaire d'abord, c'est un peu partout, mais particulièrement ce qui nous intéresse, c'est ce qui se fait dans le milieu scolaire. Pendant une semaine, il sera question de faire la promotion du civisme par la formation et la sensibilisation des élèves. Des élèves appelés à une participation active. On va faire passer des messages, mais qu'est-ce que les gens vont faire de ces messages-là? C'est ça qui est le plus important. Donc nous souhaitons que les gens puissent, et que tous les acteurs, que les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les encadreurs, même la société civile, les syndicats, qui puissent participer, que chacun puisse apporter sa contribution. Parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou pas, tout le monde veut le vivre ensemble. Les activités qui seront menées dans le sens de la promotion du civisme sont entre autres la montée des couleurs nationales, des actions de salubrité, des panels sur le civisme et des conférences débats. Une initiative qui séduit le corps enseignant. Il s'engage à la soutenir. Durant toute la semaine et même toute l'année scolaire, nous allons beaucoup mettre l'accent sur le civisme à travers les activités pratiques. Voilà, comme la montée des couleurs et également à travers les enseignements au niveau de l'éducation morale et civique, les leçons d'histoire pour rappeler, n'est-ce pas, l'esprit citoyen, le civisme qui a vraiment prévalu dans notre pays ici. La promotion des valeurs citoyennes, le vivre ensemble, la tolérance et la paix, c'est le thème retenu pour cette 4e édition. La semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté est célébrée dans les 13 régions du Burkina Faso.
La lutte contre le terrorisme au centre d'un panel animé par d'anciens membres du comité de défense de la Révolution. Pour ces ex-dirigeants des CDR, il faut bien s'inspirer de ce qui a marché dans le passé. Ils prônent précisément la mobilisation populaire organisée. Abdelaziz Sarré. Dans une même salle, des élèves, étudiants et hommes politiques réfléchissant sur la situation sécuritaire du Burkina Faso. Le basculement de l'État islamique vers l'Afrique de l'Ouest après sa défaite en Irak et en Syrie vient compliquer la situation au pays des hommes intègres. L'engagement des forces de défense et de sécurité pour contrer le phénomène terroriste connaît aujourd'hui des limites objectives. Face à une telle situation, que faudrait-il faire? Pour les anciens membres du comité de défense de la Révolution, la mobilisation populaire organisée s'avère une impérieuse nécessité. Dès qu'on dit terrorisme, vous rencontrez les gens, chacun croit que c'est la police, la gendarmerie, etc. qui doit s'en occuper. Ils ne se sentent pas impliqués. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate sur le terrain qu'il y a une tentative d'invasion. Donc il faut que nous ayons conscience de cela. Parce que quand on vient vous dire déguerpissez de chez vous, laissez votre maison, ce n'est plus chez vous ici, ça devient de l'invasion, ce n'est plus du terrorisme. Parce que du terrorisme, on vous fait peur pour que vous vous alliez sur des idées ou autres, etc. Mais là, on vous chasse. Donc ce n'est pas du tout le même problème. Et cela amène donc et justifie pourquoi il doit y avoir une mobilisation populaire. Cette participation populaire contre le terrorisme doit comprendre non seulement la recherche du renseignement, mais aussi la défense armée des localités que les FDS ne peuvent couvrir en permanence. Chaque volontaire recruté devrait agir en qualité d'auxiliaire pour la défense de son village. Pour la mobilisation populaire, je suis en phase et il faut qu'on en arrive à là. Vous trouvez que c'est normal que 4, 5, 6 personnes arrivent dans un village et font tout ce qu'ils veulent, pas de réaction? Mais nous devons nous dire que si on continue comme ça, on va disparaître. Les militaires sont là, les gendarmes, les policiers, mais c'est des hommes comme nous. Ils ont besoin de sentir autour d'eux cette mobilisation générale, cette ferveur populaire et cette volonté d'en découdre avec les ennemis du peuple. Selon Simon Compaoré, toutes les précautions seront prises pour que cet élan populaire soit sous la supervision des forces de défense et de sécurité afin d'éviter tout dérapage. Tout autre chose, avec ces chiffres, les femmes rurales représentent 43% de la main-d'œuvre agricole dans le monde. Au Burkina Faso, les statistiques atteignent près de 80%, c'est dire leur importance vitale dans la production agricole nationale. Le problème, c'est qu'elles ne disposent que de moins de 20% des terres cultivables. Comment inverser la tendance? La problématique était au cœur des réflexions nationales de la commémoration de la Journée internationale de la femme célébrée à Tinkodogo ce 15 octobre. Roméo Koïta. Au Burkina Faso, les femmes produisent près de 60% de la production agricole et constituent environ 80% de la main-d'œuvre dans ce domaine. Principale cheville ouvrière de l'exploitation agricole, mais paradoxalement, elle ne dispose que de 15% des terres cultivables. Pour la ministre en charge de la femme, il s'agit là d'une injustice qui n'a que trop duré. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, ces femmes ont encore dénoncé ce qu'elles considèrent comme une discrimination faite à leur égard. L'accès sécurisé à la terre est toujours problématique pour les femmes. Selon une étude menée par Oxfam et Le Graphe, peu d'aménagements ont été réalisés depuis 2016. Celles disponibles et distribuées sont très étroites, donc pas rentables, et la difficulté d'accès à l'eau d'irrigation est un handicap. Aussi, les femmes accèdent difficilement aux intrants et aux équipements. Cela est encore plus difficile pour celles non membres d'une coopérative. La gestion des ressources foncières devrait désormais être équitablement repartie. C'est la principale problématique au cœur de la célébration de cette journée dédiée à la femme rurale à Tinkodogo. Laurence Marshall Ilboudo fait le plaidoyer auprès des chefs coutumiers et des décideurs politiques.
La stratégie, déjà, c'est de demander aux chefs de terre, aux chefs coutumiers. C'est pour ça que nous avons demandé au Dima de Zouglana-Tenga d'être le champion plaidoyer auprès de leur père pour que nous puissions aujourd'hui donner la terre aux femmes. Parce que vous savez, dans nos sociétés coutumières, la femme n'hérite pas d'une terre. Et aujourd'hui, avec l'évolution des temps, eux-mêmes, ils ont des enfants, des filles. Donc, il était important qu'on fasse participer ces filles. Et nous savons que pour un développement durable, les niches porteurs sont la valorisation du travail des femmes. Et au niveau du gouvernement, à travers les instruments tels que le FARF et la Banque agricole, nous allons disponibiliser des ressources pour accompagner ces femmes. Avant que ces ressources ne soient disponibles, ce sont des lots de matériel et intrants agricoles qui sont remis aux différentes associations et groupements de femmes de la province du Boulgou par le gouvernement et ses partenaires. La journée de la femme rurale, c'est aussi l'occasion pour ces dames d'exposer leur savoir-faire en termes de production locale. Elles saluent à sa juste valeur ce genre d'événements qui leur permettent de faire valoir leur production, mais demandent l'accompagnement de l'État pour avoir l'accès au marché extérieur. La femme rurale encore, mais cette fois-ci, on quitte Tenkodogo pour Bobo Dioulasso, où a été lancée la campagne de confinement de la roue manuelle au musée. C'était en début de semaine. Objectif, sensibiliser les décideurs politiques pour que justement les femmes rurales aient accès à la mécanisation de l'agriculture et à la transformation de leurs productions agricoles. Ibrahim Compaoré, Marie-Adéline Ebié, surtout Justin Dabiré. Créer un élan pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales de mécanisation agricole durable en Afrique en vue de réduire la corvée dans l'agriculture, surtout celle exercée par les femmes, c'est en outre l'objectif visé par le Burkina Faso en collaboration avec l'Union africaine. Pour Clémentine Dabiré, épouse du Premier ministre et représentant la Première Dame, cette campagne vise à reléguer la haute traditionnelle au musée et procéder à la mécanisation agricole pour favoriser le développement de l'agriculture. Nous avons besoin de rentrer dans la commercialisation, de vendre nos produits pour améliorer nos revenus. Avec cette roue traditionnelle, on ne peut pas. C'est pour ça que je pense que l'Union africaine a eu la merveilleuse idée vraiment qu'on relègue cette roue traditionnelle dans un musée et qu'on procède à la mécanisation agricole. L'agriculture africaine reste peu capitalisée avec des niveaux extrêmement bas de mécanisation. De nos jours, plus de 60% de l'énergie agricole provient des muscles, principalement des femmes, des personnes âgées et des enfants. Pour Kamasake Diallo, le lancement officiel de la campagne de confinement de la roue manuelle au musée permettra d'atténuer les contraintes qui entravent le développement de la participation de la femme à l'agriculture. La plateforme qui vient d'être créée est salutaire, mais nous insistons quand même sur les contraintes qui entravent la participation de la femme entièrement et efficacement au développement agricole. Et nous pensons qu'à travers cette initiative, les mesures seront prises pour lever cette contradiction. Ce forum, un cadre d'échange, prend en compte toutes les préoccupations des femmes en vue d'y apporter des réponses adéquates selon Bineta Job. Cette campagne, elle veut vraiment avoir des actions clés. Le forum d'aujourd'hui prévoit de nous avoir une interaction avec la femme rurale elle-même. Elles sont là, comme on a vu. Il y a eu une grande mobilisation et j'en félicite la République du Faso pour cette mobilisation et pour amener les femmes dans le forum. Elles vont parler d'elles-mêmes, elles vont nous faire les nécessités qu'elles ont besoin pour que nous puissions moderniser l'agriculture. C'est le souhait de nos chefs d'État, c'est dans notre agenda 2063 et notre projet phare qui est le CADEP. La cérémonie de lancement officiel de la campagne de confinement de la roue manuelle au musée sera marquée par l'inauguration d'une statue symbolisant les efforts des États africains dans l'allègement des pénibles travaux champêtres des femmes. Voilà, que de difficultés pour ces femmes rurales afin d'avoir accès à la transformation de leur production agricole et pourtant elles savent s'y faire quand elles ont la possibilité. L'exemple avec ces unités de production agricole dirigées par des femmes que Laurence Ilboudo Macha, la ministre en charge de la femme, a visité en marge de la célébration internationale de la journée de la femme. Roméo Koïta. Le périple de la ministre de la Femme débute au centre d'étuveuse de riz Mariam Nana de Bagré, localité située à 45 km de Tenkodogo. Ici, c'est un véritable travail à la chaîne.
Il y a le lavage minutieux à l'eau pour extraire les impuretés avant que le riz ne soit chauffé à la vapeur. Cette phase est la plus délicate. Elle peut prendre plusieurs heures. Il y a ensuite le séchage, dans ce tunnel gonflable fonctionnant avec l'énergie solaire. La dernière étape, c'est l'égrenage avant la mise en sac. De 2015 à 2017, le centre avait une capacité de production de 700 tonnes par an. Mais aujourd'hui, il n'en produit que 350. La faute à des difficultés d'écoulement. La ministre veut prendre des mesures dans ce sens. Avec le fonds de garantie que nous avons, on va pousser ces femmes-là pour écouler les produits. Parce que le problème même, c'est de bouger d'ici pour amener ça jusqu'à Waibia, les mangeurs de riz là. Et de quitter de Waibia, aller jusqu'à Dori et tout. Donc c'est ça la grande difficulté. Sinon il y a un besoin, mais maintenant pouvoir le dispatcher, c'est ça. Mais on va organiser ça aussi. Il y a aussi les conditions de travail qui jusque-là restent rudimentaires, comme le riz qui continue d'être chauffé au feu de bois, ce qui serait dangereux pour la santé des femmes. Puisque à chaque fois les femmes sont à côté du feu, ça les fatigue, ça les rend malades. On souhaitait avoir une usine complète qu'on pouvait transformer. Avec un soutien, les femmes pensent pouvoir augmenter leur capacité de production à 700 tonnes, surtout qu'elles disposent de 100 hectares pour la production du riz. Après le centre d'étuvage, la délégation ministérielle a mis le cap sur le marché de poissons. Ici, ce groupe de femmes reçoit les poissons frais des pêcheurs de la région qu'elles fument avant de le vendre. Des poissons qui sont d'ailleurs très prisés. Non, le goût là me plaît. Puis vraiment, si la sauce du poisson frais et puis la viande, c'est pas la même chose. Dans un contexte de désertification et de changement climatique, ces femmes souhaitent se doter de méthodes modernes pour le fumage du poisson en lieu et place du bois de chauffe. La ministre prend bonne note. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous avons tantôt dit que nous allons accompagner ces femmes à l'accès aux ressources avec les banques et tout, pour voir comment on peut les accompagner afin qu'elles puissent être plus productives, plus performantes. Et c'est pour ça que nous sommes venus. De retour, nous allons travailler avec le FAF, nous allons travailler avec les institutions financières qui sont conventionnées avec nous pour voir comment nous pouvons les accompagner en étant caution de ces femmes pour qu'elles puissent avoir les nouvelles machines. La série de visites de l'Orange Marshall Ilboudo a pris fin dans les locaux de l'Union agricole du Boulgou. Les femmes y transforment le niébé et de l'ateki. Elles arrivent à écouler leurs produits sur le marché local, mais ont besoin de les faire certifier pour conquérir le marché sous-régional et international. Direction encore la capitale économique burkinabé avec ce grand projet qui devrait permettre à Bobo Dioulasso d'incarner effectivement ce nom de plaque tournante de l'économie nationale. Il s'agit de la réhabilitation et surtout de l'extension du port sec de la ville. Il devrait à terme s'étendre sur une superficie de 40 hectares. Les travaux ont été lancés hier en marge de la deuxième édition du dialogue État-secteur privé par le Premier ministre Christophe Dabiré. Surtout Justin Dabiré. Le Premier ministre Christophe Dabiré lance officiellement la deuxième phase des travaux d'extension et de réhabilitation du port sec de Bobo Dioulasso. Le port sec de Bobo joue un rôle important dans l'économie burkinabé. Il contribue, selon le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, à la création d'emplois et réduit considérablement l'encombrement de la ville par les véhicules poids lourds. Ce projet ambitieux et structurant est la matérialisation de l'engagement du président du Faso de faire de Bobo Dioulasso le poumon économique du Burkina Faso, selon le Premier ministre. Et je suis heureux d'avoir pu lancer ces travaux aujourd'hui parce que nous allons constater une évolution dans la situation économique de cette ville-là. Comme je l'ai dit dans mon discours, il y a des efforts qui seront faits pour ce qui concerne l'aéroport international de Bobo Dioulasso et le port sec viendra compléter les efforts que nous sommes en train de développer pour améliorer les transports au niveau de cette ville. Bien évidemment, cette plateforme qui sera une plateforme internationale, parce que ça va concerner un certain nombre de pays, va améliorer le transport des marchandises, améliorer l'approvisionnement de notre pays et permettre ainsi à Bobo Dioulasso d'être réellement le carrefour des échanges commerciaux. C'est en 2010 que le port sec de Bobo Dioulasso ouvre officiellement ses portes à l'ensemble des acteurs de la chaîne de transport et du commerce international. 10 ans d'exploitation après, les objectifs du port sec de Bobo Dioulasso sont largement atteints selon le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins.
D'abord, sur le plan de la mobilisation des recettes publiques, le bureau des douanes de Bobo-Rinter se classe aujourd'hui parmi les 3 premiers bureaux de collecte de ressources au profit du budget de l'État. Ces recettes qui étaient de 38 milliards à l'ouverture du port ont atteint 116 milliards de francs CFA en 2018, soit un taux d'accroissement de 14%. Les projections pour cette année 2019 donnent 120 milliards de recettes attendues. À ces recettes douanières, il faut ajouter la TVA, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et tous les autres types de contributions diverses collectées sur les activités de l'ensemble des acteurs privés et publics installés sur la plateforme. Des résultats qui obligent la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à la réhabilitation d'investissements complémentaires, d'où l'extension des capacités actuelles du port sec de Bobo. Le site du projet d'extension sur lequel s'effectue le lancement s'étale sur une superficie de 21 hectares. À la fin des travaux, la superficie du port sec de Bobo-Dioulasso va passer de 19 hectares actuellement à 40 hectares. Alors, quand on parle de relance économique, il faut parler, je crois, d'amélioration de l'environnement des affaires et de l'amélioration de certains prérequis. Vous ne pouvez pas donc lancer la dynamique commerciale et économique de Bobo sans donc voir comment on peut créer des investissements structurants qui permettent à Bobo de jouer son rôle de ville d'échange, de ville de transit. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi donc l'extension aujourd'hui du port sec de Bobo-Dioulasso répond à un ajustement de capacité qui était devenu nécessaire par rapport à la première phase que nous avons réalisée. Le coût global de la phase 2 du projet d'extension et de réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso est d'environ 10 milliards de francs CFA. La Banque ouest africaine de développement BOAD finance le projet à hauteur de 5,710 milliards de francs CFA. La BOA et Coris Banque Internationale contribuent, elle, à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Et du sport, pour terminer, le Tour du Faso 2019 se déroulera du 25 octobre au 3 novembre prochain. On parle de plus de 1205 km à parcourir. La 32e édition du Tour du Faso devrait passer par le Togo. C'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation à un peu plus d'une semaine de l'épreuve. John William Somda. Plus de 1205 km à parcourir, une incursion au Togo, une quinzaine d'équipes, dont 3 du Burkina Faso attendues. Le décor de la 32e édition du Tour international du Faso se met petit à petit en place. À un peu plus d'une semaine du premier coup de pédale, le comité national d'organisation était face à la presse pour faire le point des grandes lignes de la compétition. La 32e édition du Tour international du Faso aura bel et bien lieu malgré le contexte quelque peu particulier dans lequel se trouve notre pays. Il faut dire que cette année, la sécurité vraiment était au centre de nos préoccupations, pour dire que nous avons fait un effort particulier pour que l'édition se déroule très bien. Voilà, pour prouver aussi que malgré les inquiétudes, voilà, le Burkina Faso continue de vivre. Le Burkina Faso continue sa marche radieuse vers son développement et nous n'allons pas en tout cas faire défaillance à cette édition. À l'instar des éditions précédentes, celle de 2019, la 32e du genre, connaîtra une forte participation d'équipes venues d'Afrique et d'Europe. L'équipe belge de Flandre, la Regional Team Holland Go By Cycling de la Hollande, Team Embrace the World, qui est une équipe continentale d'Allemagne, et l'équipe suisse Meuble Decat, bien sûr de la Suisse et Europe. Donc nous avons 4 pays d'Europe. Ainsi, 4 formations européennes ont d'ores et déjà confirmé leur participation. En Afrique, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo seront également présents. Régulièrement présent au Tour du Faso, le Maroc s'est finalement désisté au dernier moment. L'Érythrée n'a jamais répondu aux différentes invitations. Le Cameroun, la République démocratique du Congo et la Sierra Leone s'y sont pris malheureusement trop tard et ne pourront donc pas participer à la grande fête du cyclisme africain du 25 octobre au 3 novembre prochain. Car cela ne tienne, le niveau devrait être relevé. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. L'édition sera relevée. En plus, donc, des équipes continentales d'Allemagne et de l'Angola. Donc, c'est, comme je le disais dans mon propos, conscient donc de cette force en présence-là que, en tout cas, nos étalons cyclistes se sont
préparé. Pas d'inquiétude à se faire sur le plan sécuritaire et sportif. Toutefois, le budget de la 32e édition a été revu à la baisse comparativement à celui de la 31e édition. Et en ce qui concerne le budget, il faut dire que cette année, le Tour du Faso tourne autour de 400 millions. Voilà, contrairement à l'année passée où on était à 420. Et donc, vu cette mobilisation de cette année, qui est un peu en deçà de l'année passée, nous avons pris donc des dispositions pour que, au niveau des différentes commissions, les charges soient un peu réduites. Mais c'est sans inquiétude que nous vous rassurons que malgré ces dispositions prises, en tout cas, nous vous présenterons un très beau Tour du Faso qui n'a rien à vouloir aux éditions passées. Face aux journalistes, les organisateurs ont également présenté les différents maillots et écharpes. De plus, les animations, les soirs d'escale ne se tiendront cette année que dans 6 villes. Le comité national d'organisation a encore quelques jours pour régler les détails en attendant le premier coup de pétale prévu pour le 25 octobre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée. Demain donc à 19h30 à la même heure. On se retrouve ici. Merci.